sais pas si t'as vu la dernière de Retailleau. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, pas mal. Mais je pense qu'on aurait peut-être avantage de modifier la Constitution pour y faire rentrer une phrase. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines, pour échapper à la règle commune. C'est déjà le cas, gros bonnet. C'est déjà le cas, gros bonnet raciste qui sait exactement ce qu'il fait. YouTube, je m'interromps un instant pour te préciser que eh bien, cette vidéo n'est pas sponsorisée, comme aucune d'entre elles, toujours pas. Donc, si tu veux me soutenir, eh bien, profites-en peut-être, pourquoi pas, pour t'abonner. Actionne cette cloche, nom de Dieu, mets un pouce bleu, mets un commentaire. C'est grâce à cela que mes contenus peuvent être relayés et vus par le plus de personnes possible. Allez, je ne prends pas plus de ton temps, retour à la vidéo. On va faire tout un parcours, on va partir de ce fameux rapport sur l'entrisme des frères musulmans qui a marqué l'actualité la semaine dernière, on va le déconstruire, et puis ensuite on verra ce que ce rapport a eu comme conséquence dans le débat public, notamment avec les propositions complètement folles de Gabriel Attal. Rappel des épisodes précédents, il y a maintenant 1 an, Gérald Darmanin avait commandé un rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France. C'est Bruno Retailleau qui l'a reçu il y a maintenant 1 semaine. Il a lui-même fait fuiter des extraits de ce rapport dans Le Figaro. C'était mardi dernier. Mercredi, le rapport a été discuté en conseil de défense. Rendez-vous compte, en conseil de défense. C'est vous dire si le sujet est pris au sérieux par l'exécutif, par Emmanuel Macron. Vendredi, le rapport a été révélé publiquement enfin. Et dans le week-end, Mediapart en a publié une grosse analyse. On va évidemment se pencher sur cette analyse. Pour décrypter ce rapport, Mediapart a interrogé plusieurs chercheurs comme Wes Sénigué, Franck Frégosi ou Margot Dazet. Bernard Godard, qui a été chargé pendant plus de 15 ans de la question de l'islam au ministère de l'Intérieur, nous a également aidé à mettre en perspective les chiffres présentés dans ce rapport. Nous avions aussi échangé sur le phénomène frériste avec Brigitte Maréchal, Vincent Gesser ou Eliamine Setoul. Donc vous voyez que Mediapart, ils sortent pas ce papier de leur chapeau, ils ont vraiment été parlés avec de grands spécialistes français de la question des frères musulmans. Le rapport sur l'influence des frères musulmans en France, dont la version définitive vient d'être publiée, est loin d'être aussi alarmiste que ce qu'a tenté de faire croire Bruno Retailleau. Les chiffres mis en perspective montrent en réalité un repli de l'influence des frères musulmans. Je pourrais m'arrêter là. On va quand même lire les passages capitaux de ce papier. Loin des formules sensationnalistes du ministère de l'Intérieur, ce rapport laisse voir une influence réelle, mais relativement limitée et surtout en déclin, de la mouvance frériste dans le paysage musulman français. Tenu par la commande politique formulée par Gérald Darmanin il y a 1 an, qui voulait que ce document provoque un choc dans l'opinion, le rapport Frères musulmans et islamisme politique en France avance l'idée d'une réelle menace pour la République en restant souvent très flou. À des passages factuels et neutres succèdent des assertions vagues aux accents parfois complotistes, ce qui fait penser à un rapport palimpseste qui a manifestement subi plusieurs réécritures et dont une 20aine de pages restent caviardées, c'est-à-dire une 20aine de pages restent non accessibles. Les palimpsestes, ce sont les documents historiques, documents au sens physique du terme, que l'on retrouve, sur lesquels il y a en réalité eu un premier texte qui a été effacé pour écrire autre chose. Ce que nous dit grosso modo Mediapart ici, c'est que ce que eux suspectent, c'est qu'il y aurait en réalité eu une première écriture du rapport qui aurait été rendue au ministère de l'Intérieur et qui ne lui aurait pas convenu. Et donc le ministère de l'Intérieur aurait éventuellement demandé à ce que le rapport soit complété, en partie réécrit, pour être davantage choc ou davantage alarmiste. On comprend également, dans l'adverbe manifestement, qu'ils n'ont pas de preuve de cela. C'est ce que eux concluent plutôt à la lecture du rapport. Premier point, vous voyez une mouvance en déclin. Le frérisme en France, combien de divisions? Les membres de la confrérie des frères musulmans en France seraient aujourd'hui entre 400 et 1000 personnes. J'ai envie de dire, on devrait être capable de gérer. Peut-être la République, elle peut gérer si c'est 400 pelos. Peut-être du coup, le ministère de l'Intérieur qui doit veiller sur la sécurité des Français, peut-être qu'ils auraient meilleur compte d'aller se pencher sur les groupuscules néofascistes et néo-nazis qui, eux, font peser une violence bien réelle et de plus en plus prégnante dans les rues des grandes villes de France. Peut-être, je dis bien peut-être, peut-être. Mais non seulement on a entre 400 et 1000 personnes, mais le rapport ne précise pas que ce nombre, certes difficile à établir, est tendanciellement en baisse, comme tous les spécialistes interrogés par Mediapart l'ont confirmé. Le rapport recense 139 lieux de culte affiliés à Musulmans de France, donc qui est
l'organisation, l'association officielle des frères musulmans, et 68 autres considérés comme proches de la mouvance frériste, soit au total seulement 7% des mosquées. Vous pourriez me dire que 7% des mosquées qui sont dans la mouvance frériste, c'est un nombre conséquent. L'analyse se tiendrait également. Bernard Godard, qui a suivi au ministère de l'Intérieur l'islam de France pendant près de 15 ans, rappelle qu'il y avait plus de 250 mosquées affiliées à l'Union des organisations islamiques de France, l'ancêtre de Musulmans de France, à la fin des années 90. On est passé de 250 mosquées à seulement 139 aujourd'hui. Donc vous voyez que, quand bien même on considérerait que 7% des mosquées c'est notable, ce chiffre étant en importante diminution, ce qui devrait être là aussi de nature à nous rassurer. La photographie du monde caritatif est tout aussi parlante. Sur la trentaine d'ONG considérées comme islamistes, 16 sont dirigées par des salafistes, un courant sunnite concurrent, marqué par une lecture littéraliste et rigoriste des textes. Et vous voyez, ça c'est intéressant, c'est qu'en réalité, ce que le rapport ne dit pas, c'est que les frères musulmans est une mouvance qui est en perte de vitesse notamment apparemment, face à l'influence, croissante du mouvement salafiste. C'est là où le rapport démontre sa propre incurie, c'est qu'il tente à assimiler des groupements, les frères musulmans et les salafistes, qui en réalité sont des groupements concurrents. Le rapport identifie seulement 4 ONG relevant ou ayant relevé de la mouvance frériste, une fois de plus. Difficile de voir dans cette mouvance la principale menace dans l'offre islamiste, alors que le salafisme n'a cessé de gagner du terrain ces dernières années. Musulmans de France ne revendiquent que 53 associations affiliées. Le rapport affirme qu'il y aurait également 280 associations reliées à la structure, sans plus de précision, mais surtout pour Bernard Godard, ces associations étaient plus de 400 il y a 15 ans. Là aussi, la perte de vitesse est inouïe. Les mensonges de Retailleau sur la charia et le califat. La veille de la parution de la première version du rapport, Bruno Retailleau a employé des formules des plus alarmistes. L'objectif ultime, nous dit Bruno Retailleau, est de faire basculer toute la société française dans la charia, a-t-il lancé à propos de cette grande loi islamique qui risquerait de supplanter les lois de la République. Bruno Retailleau est contredit par le rapport qu'il cite lui-même en source. Le rapport énonce pourtant l'inverse. Aucun document récent ne démontre la volonté de musulmans de France d'établir un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia. Le rapport n'implique par ailleurs à aucun moment que la mouvance française aurait aujourd'hui le projet d'instaurer un califat, contrairement là encore aux déclarations tonitruantes du ministère de l'Intérieur. Donc là vous voyez que, mais à nouveau, Bruno Retailleau qui est pris en plein flagrant délit de post-vérité, de contradiction flagrante du réel. Là, c'est pas juste un mensonge, c'est une contradiction flagrante du réel, une contradiction flagrante du vrai. Ça, c'est intéressant. Ça montre aussi combien est-ce que le rapport, en réalité, manque cruellement de rigueur. À plusieurs reprises, le rapport pointe une hybridation entre les salafistes et la mouvance frériste. Cette thèse a été développée notamment par la chercheuse Florence Bergeau-Blacker, qui parle de fréro-salafisme. Or, cette thèse, elle est controversée et minoritaire dans le champ académique. Sur le terrain, des chercheurs et chercheuses comme Brigitte Maréchal, spécialiste du frérisme européen, décrivent plutôt une concurrence féroce entre ces tendances de l'islam sunnite. Mais ce flou conceptuel permet au rapport de passer sans grande logique de la dénonciation d'un fonctionnement typiquement issu de la tradition frériste à celle de pratiques notoirement associées au salafisme. En d'autres termes, ce rapport qui est censé être centré sur les frères musulmans, en réalité, parle de choses qui, peut-être, sont tout aussi dangereuses et préjudiciables pour la République que les frères musulmans et le salafisme, mais qui, en réalité, sont deux choses totalement différentes. Donc, dans cet amalgame, ce qu'il y a, c'est surtout la preuve de l'absence de rigueur de ce rapport. Le sport. À entendre les sénateurs et les sénatrices, une grande partie des ministres du gouvernement Bayrou ces derniers mois et, pourrait-on rajouter, de nombreux députés qui se sont également exprimés sur cette question, l'urgence serait d'interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Pourtant, ce rapport sur l'entrisme ne consacre que quelques paragraphes au sport, reprenant des données éculées qui circulent depuis des années. Et en omettant soigneusement d'autres, il passe ainsi sous silence les conclusions du rapport Sporad, produit par les services de recherche du ministère de l'Intérieur, et qui montre qu'il n'y a pas de phénomène structurel ni même significatif de radicalisation ou du communautarisme dans le sport. Ce document, rendu en 2022, a été mis de côté par le ministère de l'Intérieur. L'obsession des municipales, ça c'est quand même assez dingue, hein. Le rapport indique que certains spécialistes consultés considèrent que d'ici une dizaine d'années, des municipalités seront à la main d'islamistes comme en Belgique.
sans aucune précision sur la réalité d'un phénomène qui n'a pour l'instant jamais décollé en France. Les listes communautaires musulmanes ont en effet été très peu nombreuses aux dernières élections municipales et ont recueilli très peu de voix. Sur la dizaine de listes recensées, aucune n'a été élue et leur score a rarement dépassé les 2%. Ce qui est intéressant, c'est cette dernière précision qui jette une lumière sur tout le reste du rapport. Les nombreux chercheurs interrogés ces derniers jours précisent qu'une évolution des acteurs de la mouvance a bien eu lieu ces 20 dernières années. Wes Sénigué préfère d'ailleurs parler de néo-frérisme pour marquer cette adaptation au contexte français et l'acculturation des cadres comme des sympathisants au cadre laïque. Donc non seulement les frères musulmans seraient une mouvance en perte de vitesse, mais de surcroît, les frères musulmans seraient en réalité une mouvance qui serait en train d'évoluer vers une acculturation au cadre laïque, une acculturation tant de ses sympathisants que de ses cadres aux règles et aux lois de la République, et donc une menace qui serait en réalité de moins en moins grande. Alors Bruno Retailleau dira que c'est évidemment la taquilla, la dissimulation, hein, mais c'est un chercheur, Wes Sénigué, qui précise cela. Le rapport ne va pas que dans une seule direction, hein. C'est le dernier paragraphe que j'ai retenu. Cette ère de soupçon généralisé va paradoxalement à l'encontre d'autres passages du rapport. On cite ici le rapport. Le reste du corps social doit accepter que l'islam est une religion française, très probablement l'une des toutes premières, sinon la première en termes de pratiques cultuelles, et mérite à cet égard de la considération, y compris vis-à-vis de certaines de ces mœurs qu'ils ne partagent pas, peut-on lire dans le rapport. C'est évidemment à contre-courant complet de ce que nous dit Bruno Retailleau. Plusieurs préconisations fortes du rapport concernant les signaux à envoyer à une communauté musulmane en proie à un sentiment de rejet, comme l'apprentissage de l'arabe à l'école, les carrés musulmans dans les cimetières ou la reconnaissance d'un État palestinien ont aussi étrangement été passés à la trappe dans la communication outrancière de la place Beauvau ces derniers jours. Tiens, on va aller voir brièvement un article de l'Humanité. Si la question doit être prise au sérieux, le spécialiste de la laïcité Nicolas Cadenne a pointé une méthodologie douteuse et considère que rien n'est surprenant dans ce document. Nicolas Cadenne, qui est l'ancien secrétaire de l'Observatoire de la laïcité, lui aussi dit que, en effet, sur la question de la mouvance des frères musulmans et de la mouvance salafiste, il y a en effet dans ces mouvances des discours qui sont en totale contradiction avec les règles de la République, avec les valeurs de la République et notamment la laïcité qui sont tenues. Et en effet, nous dit Nicolas Cadenne, et en effet nous dit ici l'Humanité, et en effet concède entre les lignes le papier de Mediapart, c'est des choses avec lesquelles il faut être vigilante et qu'il faut être capable de dénoncer, de repérer, contre lesquelles il faut savoir lutter quand elles sont avérées. Donc ça c'est une chose, c'est réel, il faut le garder en tête. Mais évidemment, le problème, c'est de voir combien est-ce que Bruno Retailleau a dramatisé cet enjeu, combien est-ce qu'il fait passer ce rapport pour un rapport choc alors qu'il ne l'est pas. Et ça, évidemment, cela participe à jeter l'opprobre, le doute et la suspicion sur l'ensemble des musulmans qui sont dès lors chacun et chacune suspects de faire partie de ces mouvances, d'adhérer à ces mouvances, de tenir elles-mêmes et eux-mêmes des discours qui sont des discours de subversion des règles républicaines et des valeurs de la République. Tu ne lis que des journaux de gauche, c'est compliqué de savoir si tout est objectif. Il serait intéressant de lire d'autres sources. En fait, je lis surtout des papiers sourcés. Quand tu as un journal comme Mediapart qui consulte une dizaine de chercheurs spécialistes de la question qui font autorité, je pense que ça suffit comme preuve de rigueur. Ce rapport dont on a vu qu'en réalité, il ne menait à aucune conclusion alarmante, il y en a un qui n'a pas manqué, bien sûr, de s'en saisir, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal propose d'interdire le voile aux filles de moins de 15 ans dans l'espace public. Écoutons comment Gabriel Attal justifie cette interdiction et puis on en parle juste après. Ce rapport, je le dis, il est une forme de claque pour tous ceux qui défendent la République, ses principes et ses valeurs. Donc déjà, merci l'instrumentalisation. On l'a vu juste avant. On l'a vu juste avant que le rapport, c'est absolument pas une claque. Donc là, vous voyez, l'instrumentalisation politique du rapport est d'ores et déjà patente. Quand vous avez une fillette de 5-6 ans qui est voilée, personne ne peut imaginer que c'est son choix libre et éclairé que de se voiler. Et donc évidemment, ce qu'il y a autour, ça peut être des parents, ça peut être des associations qui sont dans une logique séparatiste et qui quelque part contraignent une jeune fille à adopter le voile ou à adopter ce comportement. Et donc c'est évidemment ceux qui sont responsables de cette contrainte qu'il faut viser, pas une fillette de 5-6 ans qui a priori ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de porter le voile. On va dans un instant bien sûr analyser factuellement, légalement si tout cela est possible. Mais d'abord on va aller lire l'entretien que Gabriel Attal a donné ce week-end aux Parisiens, puisqu'il nous en dit un peu plus
dans un grand entretien donné aux Parisiens. Concrètement, comment faites-vous pour l'appliquer? Réponse de Gabriel Attal. Cette proposition s'inscrit dans 2 convictions qui m'ont toujours animé. La première, c'est qu'il faut défendre la République face à ceux qui veulent la déstabiliser, comme le pointe le rapport remis mercredi sur l'entrisme islamiste en France, encore une fois, rapport totalement instrumentalisé. La seconde conviction, c'est qu'il faut construire une bulle de protection autour des enfants, les protéger de la violence, des réseaux sociaux, du harcèlement, des atteintes à leur santé mentale, de l'endoctrinement. Ce combat, je l'ai toujours mené. Notez qu'il n'a absolument pas répondu à la question « Comment faites-vous pour l'appliquer ?» On lui repose donc la question, encore une fois, beaucoup doutent de sa faisabilité, notamment constitutionnelle, à juste titre, on y vient dans un instant. Ces arguments étaient les mêmes en 2004, ça c'est intéressant, sur l'interdiction du voile à l'école, en 2009 sur la burqa et encore en 2023 sur l'abaya. Toutes ces mesures ont pu être appliquées. Notre travail ces derniers mois indique qu'au titre de la protection de l'enfance, il y a un chemin. Les critiques des derniers jours sont avant tout le révélateur de postures politiciennes. Il y a 4 ans, la majorité sénatoriale votait cette mesure et désormais s'y oppose. J'ai même le souvenir d'une sénatrice de gauche, ancienne ministre de Lionel Jospin, qui la soutenait. Qu'importe, si nous devons être les seuls à vouloir protéger nos enfants des instrumentalisations, nous l'assumerons. En 2022, Emmanuel Macron avait accusé Marine Le Pen de vouloir lancer une guerre civile avec sa proposition d'interdiction du voile dans l'espace public. Est-ce qu'il avait tort? C'était il y a 3 ans. Moi-même, j'étais et reste opposé à cette proposition du RN. Quand on ne trouble pas l'ordre public, qu'on n'empiète pas sur la liberté des autres, on doit être libre d'exercer sa religion. Donc, une femme qui décide librement de porter le voile doit pouvoir le faire. Ça, c'est capital ce qu'il a dit. Il vient de donner sa propre réfutation. Mais où est la liberté d'une enfant de 8 ou 9 ans à qui on impose de se voiler? C'est la raison pour laquelle je ne me retrouve pas dans les propos de Bruno Retailleau quand il dit « à bas le voile ». Bruno Retailleau qui, avec cette phrase cité ici par Gabriel Attal à juste titre, avec cette phrase, a lancé un appel à l'islamophobie, jamais vu à ce niveau de responsabilité. Est-ce que vous comprenez, néanmoins, que les musulmans puissent se sentir stigmatisés par vos propositions? Nous disons la République, toute la République, rien que la République. Vraiment, c'est Creumann. Il ne dit jamais rien à part du racisme. Ce gars-là, c'est quand même fou. Cela signifie que chacun doit être protégé, quelle que soit sa religion. Nos concitoyens musulmans sont eux aussi la cible d'attaque. Il y a quelques semaines, j'ai été l'un des seuls politiques nationaux à leur apporter mon soutien solennellement dans l'hémicycle après l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Pas le seul, frérot. Le seul parmi les racistes, peut-être, mais le seul tout court, non. Il répète: nous n'appellerons jamais à la stigmatisation d'une partie des Français pour leur religion, comme la phrase « à bas le voile » le laisse craindre. Vous donnez le sentiment de courir après Bruno Retailleau. Notre défense de la République contre les entrismes ne date heureusement pas d'aujourd'hui. C'est bien pour ça que le mot entrisme, ils ne l'ont jamais employé avant aujourd'hui, évidemment. Renaissance opère-t-il un virage droitier? Nous n'accepterons jamais la stigmatisation d'une partie des Français pour leur religion, comme la phrase « à bas le voile » le laisse craindre. Donc vous voyez qu'à 3 reprises, en quelques questions, on a Gabriel Attal qui attaque Bruno Retailleau sur la phrase « à bas le voile » et nous dit grosso modo que Bruno Retailleau, il est trop radical, qu'il serait même raciste, en tout cas islamophobe, et que c'est ce que la phrase « à bas le voile » laisserait croire. Bon, premier élément d'analyse. Est-ce que ce que revendique Gabriel Attal, c'est juridiquement possible? Réponse, à 99% de certitude, non. C'est même constitutionnellement impossible. Il y a une jurisprudence constante de la part du Conseil constitutionnel qui considère que, puisque la République ne reconnaît aucun culte et que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit, sans distinction notamment de religion, le Conseil constitutionnel, sur la foi de ces 2 dispositions, estime que la loi ne peut pas cibler en aucun cas une religion en particulier. En France, tu ne peux pas faire une loi pour cibler une religion, un groupe religieux ou un signe religieux en particulier. Donc, que se passe-t-il? Si tu veux cibler une religion, tu dois cibler toutes les religions. Si tu veux cibler un signe vestimentaire, tu ne peux pas cibler un signe vestimentaire religieux, mais il faut avoir une action plus large. En 2004, comme le dit Gabriel Attal, en effet, on a pu interdire le voile, on disait alors le foulard, dans les écoles. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a interdit le port de tous les signes religieux pour les élèves. En tout cas, tous les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire tous les signes religieux visibles. Quand en 2009, on a voulu interdire le port du voile intégral, le niqab et la burqa en France, on a pu le faire. Mais on a pu le faire comment? Pas en interdisant le port du niqab ou de la burqa, du voile intégral, en interdisant le fait de se masquer le visage dans l'espace public. Donc c'est une interdiction beaucoup plus large qui a été émise. Le problème derrière, c'est que les lois en question, une fois qu'elles ont été édictées, elles ne sont pas appliquées de la même manière pour tout le monde. Tout le monde voit bien
qu'aujourd'hui, si tu portes un niqab ou une burqa et que tu croises une escouade de policiers, il y a de fortes chances quand même que tu sois arrêté et qu'on te fasse des problèmes. A contrario, quand tu es dans une manif d'extrême droite, comme les manifestations du comité du 9 mai, tous les 9 mai à Paris, quand tu es dans une manif d'extrême droite et que tu manifestes le visage intégralement masqué à côté de policiers qui, non pas viennent t'arrêter, mais au contraire te tournent le dos pour te protéger contre les protestations des passants, tout le monde voit bien que là, il y a un deux poids, deux mesures et que les deux lois ne sont pas appliquées de la même manière. Si tu veux interdire le port du voile pour les filles de moins de 15 ans dans l'espace public, tu n'as que deux voies, chacune d'entre elles me semblant impossible à assumer pour Gabriel Attal. Soit tu interdis le fait de se couvrir les cheveux pour tous les enfants de moins de 15 ans. Et là, j'ai envie de dire, rip les casquettes, rip les capuches quand il pleut, rip les bobs quand il fait soleil. C'est même pas sûr que ça se serait pas retoqué comme une atteinte injustifiée aux droits et aux libertés des personnes. Autre possibilité, Gabriel Attal interdit le port de tous les signes religieux pour les enfants dans l'espace public en dessous de 15 ans. Et alors là, mes amis, si tu commences à faire passer une loi qui interdira aux gamins catholiques d'avoir leur petit médaillon de baptême ou leur petite croix autour du cou, ou alors qui interdira aux petits garçons juifs de porter la kippa, allez-y, hein! Allez-y, moi je demande à voir. Donc déjà, juridiquement, je pense qu'il n'y a contrairement à ce que dit Gabriel Attal, il n'y a aucune voie. Pratiquement, c'est contre-productif. Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, on a envie d'utiliser une partie de nos forces de police en France pour faire la police du vêtement chez les gamins? Je crois pas, non. Enfin, je crois pas que ce soit la plus grande menace qui pèse sur la République. Donc, juridiquement, c'est impossible. 2, pratiquement, je pense que c'est absurde. 3, et c'est là le plus important, logiquement, c'est indécent. Sur le fond, c'est complètement fallacieux. Sur le fond, c'est complètement hypocrite. Ce qui est passionnant, c'est que Gabriel Attal lui-même le dit, souvenez-vous. Retournons voir l'argument que Gabriel Attal utilisait à l'Assemblée nationale. Quand vous avez une fillette de 5-6 ans qui est voilée, personne ne peut imaginer que c'est son choix libre et éclairé que de se voiler. Et donc évidemment, ce qu'il y a autour, ça peut être des parents, ça peut être des associations qui sont dans une logique séparatiste et qui quelque part contraignent une jeune fille à adopter le voile ou à adopter ce comportement. Il vient de relier directement dans sa prise de parole le voile et le séparatisme. Regardons ce que dit Gabriel Attal maintenant aux Parisiens quand il est interviewé. C'est intéressant, regardez. Quand on ne trouble pas l'ordre public, quand on n'empiète pas sur la liberté des autres, on doit être libre d'exercer sa religion. Donc une femme qui décide librement de porter le voile doit pouvoir le faire. Donc là, tout d'un coup, Gabriel Attal nous dit qu'une femme adulte qui choisit de porter le voile, c'est le libre exercice de sa religion. Or, 3 jours plus tôt à l'Assemblée nationale, il nous disait faire porter le voile à une fillette, c'est du séparatisme. Faut savoir. Soit le voile, c'est du séparatisme, soit c'est le libre exercice de sa religion. Faire porter le voile à son enfant, c'est aussi une vision religieuse. Alors on peut être contre, on peut déployer tous les arguments anticléricaux du monde, il n'y a pas de difficulté, on a le droit d'avoir ça comme opinion. Mais d'une part, dans ce cas-là, ça concerne absolument toutes les religions et pas simplement l'islam. Dans ce cas-là, je vois pas la différence entre envoyer son gamin au catéchisme tous les dimanches, faire porter le voile à sa fille ou faire porter la kippa à son môme. Je vois pas du tout la différence entre ces trois choses. Mais par contre, la République, elle garantit aux religions le droit de s'exercer. Elle garantit le libre exercice des cultes. On a le droit d'être dérangé par la religion si on est anticlérical. On a le droit de le garder pour soi aussi et de pas aller faire chier les personnes qui ont une foi. Quant à celles et ceux qui sont religieux, religieuses, qui ont une foi, qui choisissent de la manifester par leurs vêtements, c'est leur droit le plus absolu. Et là où il y a une contradiction interne chez Gabriel Attal, c'est que soit le voile est, comme il le dit ici, le libre exercice de sa religion, et on voit pas en quoi le voile des filles, c'est différent de la kippa des garçons, soit le voile, c'est un signe de séparatisme, et on voit pas pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas l'interdire à toutes les femmes qui portent le voile. La proposition de Gabriel Attal, non seulement elle est raciste, mais elle est même pas rigoureuse. Tout ce qu'on voit, c'est juste qu'il est en train de touiller la soupe de l'islamophobie pour essayer de rattraper Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, qui ont été plus islamophobes que lui, et du coup, il se sent dépassé. Enfin, vous l'avez entendu, l'argument principal de Gabriel Attal, c'est quand on est voilé à 7 ou 8 ans, vous n'allez pas me dire que c'est un choix personnel. Non, il a raison, c'est le choix de ses parents. Mais, et le reste ?
quand tu es un garçon et que tu portes la kippa à 7 ou 8 ans, c'est ton choix personnel? C'est toi qui as voulu absolument affirmer ta religiosité en portant la kippa? Non, bah non, c'est tes parents qui t'ont dit tu mets la kippa puis c'est tout. Il y a zéro choix personnel non plus. Quand tu baptises un bébé, que tu le fais rentrer de fait dans la communauté des fidèles, est-ce que c'est un choix personnel? Pas du tout. Un gamin, il a jamais demandé à être baptisé. Quand t'envoies chez les catholiques, quand t'envoies les gamins au catéchisme tous les dimanches matins et que ça les fait chier, c'est pareil, tu leur imposes. C'est pas leur choix personnel. Donc moi, je veux bien qu'on interdise l'imposition des choix religieux des parents aux enfants. Bon courage. Mais alors surtout, si on pose la question du voile, moi je veux qu'on pose la question de la kippa, mais surtout, si on pose la question du voile, moi je veux qu'on pose en premier lieu la question de la circoncision. Je me permets de le dire en étant un homme d'origine juive, qui n'a pas été circoncis, merci à mes parents. Si vous commencez à vouloir parler d'imposition des choix religieux aux gamins, je refuse. Et je considère que toutes celles et ceux qui ne commencent pas par là sont des tartuffes. Je refuse qu'on ne commence pas par parler de la circoncision. Conclusion de tout cela, Gabriel Attal est un islamophobe. Il fait circuler cette proposition qui est une proposition purement islamophobe, qui ne vise à rien d'autre, mais à rien d'autre, qu'à exciter encore et toujours, la haine, la crainte et la suspicion contre les musulmans en général, contre les musulmanes en particulier. Il le fait en plus en ciblant les enfants. C'est vraiment une instrumentalisation absolue. C'est vraiment, il est dans la compète de celui qui est le plus raciste. Ce ne sera pas mis en place, sauf à aller amender la Constitution en touchant à l'article 1 de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pourquoi pas? Après audacieux. Soit il faut faire ce que propose Laurent Wauquiez, c'est-à-dire neutraliser le contrôle du Conseil constitutionnel et donc permettre ce que serait effectivement cette loi, c'est-à-dire l'oppression des droits des minorités par la majorité. C'est exactement, sans le dire, ce que revendique aujourd'hui Gabriel Attal, parce que contrairement à ce qu'il affirme sans donner aucun argument, il n'existe pas, et c'est heureux, de solution juridique pour faire passer sa loi. Je sais pas si t'as vu la dernière de Retailleau. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, pas mal. C'est intéressant parce que j'ai pas triché. Je vous disais, de toute façon, tu ne peux pas frapper le voile et pas les autres signes religieux sans déroger à l'article 1er de la Constitution. C'est intéressant parce que regardez, il y a 3 heures, voilà ce que dit Bruno Retailleau, c'est incroyable, vous pouvez m'appeler l'oracle. Mais je pense qu'on aurait peut-être avantage, certes aujourd'hui il n'y a pas de majorité au Parlement, mais à l'avenir, de modifier la Constitution pour y faire rentrer une phrase. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines, pour échapper à la règle commune. C'est ce que souhaite faire l'entrisme islamiste, échapper à la règle commune. C'est terrible. Alors là, c'est vraiment dans la bouche de Bruno Retailleau, la première étape explicite dans sa volonté de faire glisser la France vers le fascisme. Quand je vous disais, Bruno Retailleau, c'est le ministre le plus dangereux de la République, parce que quand il s'attaque à l'état de droit, il s'attaque précisément au respect des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens, c'est-à-dire le dernier verrou, ou plutôt le verrou, pas le dernier, mais le verrou qui nous protège d'un glissement vers une pente fasciste où la majorité s'arroge le droit d'opprimer les droits des minorités. Là, on voit que Bruno Retailleau va un cran plus loin. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Dans ce qu'il a dit, rien n'est anodin. Le point de départ de sa réflexion, c'est interdire le voile aujourd'hui dans la République française, c'est inconstitutionnel. Je pense qu'on aurait peut-être avantage de modifier la Constitution pour y faire rentrer une phrase. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines, pour échapper à la règle commune. C'est déjà le cas, gros benet. C'est déjà le cas, gros benet raciste qui sait exactement ce qu'il fait. Article 1er de la Constitution, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. C'est exactement la même chose que ce qu'il dit. Nul ne peut se prévaloir de sa religion pour échapper à la règle commune, c'en est une conséquence. Puisque si la France assure l'égalité devant la loi de toutes les religions, ça veut dire que, d'une part, c'est vrai, l'État français ne peut pas reconnaître moins de droits à une religion qu'à d'autres, moins de droits aux citoyens de certaines religions qu'à d'autres, mais à contrario, ça veut aussi dire que aucun citoyen d'aucune religion que ce soit ne peut se prévaloir de plus de droits que les autres. Nul ne peut se prévaloir de sa religion pour échapper à la règle commune. Gros benet islamophobe, c'est déjà le cas et il le sait évidemment parfaitement. C'est une des conséquences directes de l'article 1er de la Constitution. Vous avez devant les yeux la première étape d'une fenêtre d'Overton. Vous avez là maintenant le ministre de l'Intérieur, celui-là même qui disait l'état de droit n'est pas un totem. Vous avez ce ministre de l'Intérieur qui vous dit pour la première fois, mais vous allez voir, pas la dernière, qui vous dit je vais modifier la Constitution française.
Pourquoi veut-il modifier la Constitution française? Parce que, en l'état, la Constitution française assure l'état de droit, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des citoyens et le respect des libertés publiques des citoyens. La République ne peut pas traiter différemment certaines religions. Elle peut traiter les religions, mais elle les traitera dans ce cas-là de la même manière. C'est exactement à cela que Bruno Retailleau veut échapper. Pourquoi? Parce qu'il est un homme catholique, pratiquant, fervent, qui estime que la France est de culture chrétienne et qu'elle doit le rester, et que lui, ce qu'il veut pourfendre, c'est la religion musulmane. C'est l'homme qui a dit « abat le voile » publiquement. Et voilà maintenant qu'il nous dit pour la première fois « je veux modifier la Constitution de la République sur la question religieuse ». Ce qu'il nous dit là ne change rien. S'il modifiait la loi en ce sens, ça ne changerait rien. Et c'est précisément cela qu'il vise. Parce que là, Bruno Retailleau, quand il nous dit cela aujourd'hui, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir émis une proposition fasciste? Non, il a émis une proposition pleinement républicaine. La preuve, la Constitution le dit déjà. Donc bien sûr que là, ce que dit Bruno Retailleau, c'est encore républicain. Mais c'est précisément ce qu'il vise. Parce que là où on a une fenêtre d'Overton, c'est que pour la première fois, cet homme qui disait l'état de droit n'est pas un totem, cet homme dit aussi, si je suis élu, je touche à la Constitution. Pour la première fois, la pente, elle est prévue, elle est écrite à l'avance. Il a 2 ans pour élargir sa fenêtre d'Overton. Donc, il n'y a pas de problème. La conséquence logique, c'est qu'il dira, après avoir dit et fait accepter l'idée qu'il veut modifier la Constitution, il dira en fait, même en la modifiant comme j'ai dit, ce ne serait pas suffisant. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il dira, il faut neutraliser le Conseil constitutionnel. Et il ne dira pas neutraliser le Conseil constitutionnel. Il ne dira pas, il faut mettre au pas le Conseil constitutionnel. Il dira la même chose que ce qu'a dit Laurent Wauquiez, c'est-à-dire, il faut que l'Assemblée nationale puisse outrepasser la censure du Conseil constitutionnel. Et une fois que tu as dit ça, tout est possible. Tu veux interdire le voile et seulement le voile dans l'espace public? Aucun problème. Tu peux le faire, tu seras censuré par le Conseil et tu feras voter par l'Assemblée nationale le fait que si, même censuré, on va faire passer cette loi. Et voilà, la majorité qui vient d'opprimer la minorité. Et ça commencera comme ça. Et puis on attaquera les immigrés, et puis on attaquera les exilés, et puis on attaquera les personnes transgenres, et puis on utilisera précisément la fin de ce verrou constitutionnel pour permettre qu'aujourd'hui, la majorité opprime autant qu'elle le souhaite les droits des minorités. C'est déjà ce que tente de faire Donald Trump en ce moment même et ce qu'il fait effectivement aux États-Unis. C'est ce que veut faire Bruno Retailleau. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, pour la première fois, nous explique qu'il veut toucher à la Constitution de notre République. Demain, il dira que ça ne suffit pas et qu'il veut supprimer le Conseil constitutionnel. C'est la seule conséquence logique. Mesdames, messieurs, en l'espace de 10 jours, on a eu le rapport sur l'entrisme des frères musulmans totalement instrumentalisé par Bruno Retailleau, qui lui a fait dire parfois le contraire de ce qu'il disait, mais aussi Gabriel Attal, qui nous propose d'interdire le voile aux filles de moins de 15 ans, contre toute rigueur, contre toute possibilité de le faire, contre toute cohérence interne. Il sait qu'il ne fait qu'une seule chose, c'est touiller l'islamophobie. Il le fait néanmoins. Et là maintenant, dernière étape, on a Bruno Retailleau qui nous dit pour la première fois qu'il veut toucher à la Constitution pour empêcher, dit-il, que certains se prévalent de leur religion afin d'échapper à la règle commune, c'est-à-dire, je traduis, qu'il veut toucher à la Constitution pour permettre d'avoir des lois qui ciblent spécifiquement les droits des musulmans, les droits des musulmanes. C'est la seule conclusion possible. Et le seul horizon vers lequel cela va, et je le prédis depuis maintenant plus d'1 an, c'est la remise en cause du Conseil constitutionnel, le fait de le vider de sa substance pour permettre qu'en France, la majorité opprime les droits des minorités. La pente, elle était claire depuis longtemps. Désormais, elle n'est pas seulement claire, elle est explicite.